Je m'appelle Élodie Garnier et j'avais 30 ans quand j'ai découvert à quel point une rupture peut être silencieuse quand on arrête enfin de se battre. Le SMS est arrivé la veille de nos vacances. Aucun avertissement, aucune tension, aucune dispute préalable qui aurait pu atténuer le choc. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai besoin qu'on fasse un break. De l'espace. S'il te plaît, ne me contacte pas pendant un moment. Je reviendrai vers toi quand je serai prêt. J'étais assise sur le bord de mon lit dans mon appartement du 11e arrondissement. Ma valise était ouverte, la moitié de mes vêtements pliés avec soin, l'autre moitié encore éparpillée dans la chambre comme les preuves d'une vie que je croyais stable. Nous préparions ce voyage depuis plus de 6 mois, 7 jours dans un complexe hôtelier tout compris à Marrakech, vue sur l'Atlas, réservation au spa, dîner au coucher du soleil. J'avais économisé un peu plus de 4 000 € pour couvrir les 2 billets d'avion et le forfait de l'hôtel. J'avais posé mes congés des mois à l'avance auprès de mon agence de communication. J'avais même emballé ces chemises en lin préférées dans des housses pour qu'elles ne se froissent pas. J'ai lu le message 3 fois, lentement, attentivement, comme si les mots allaient peut-être se réorganiser en quelque chose de plus doux. Ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas écrit un pavé pour demander ce que j'avais fait de mal. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Je suis restée fixée sur le mur pendant 10 bonnes minutes, écoutant le ronronnement de mon ventilateur de plafond, sentant quelque chose en moi s'immobiliser complètement. Puis j'ai tapé un seul mot en réponse, d'accord. C'était tout. Après ça, je me suis mise au travail. L'appel à la compagnie aérienne a été le premier. J'ai expliqué que je devais annuler un passager sur la réservation. L'agent était poli, professionnel, compatissant. Il y avait des frais, bien sûr, mais j'ai récupéré environ 60% de son billet sous forme d'avoir. Pas idéal, mais pas catastrophique non plus. Ensuite, l'hôtel. La réservation était à mon nom. Marc était inscrit comme mon invité. Je leur ai dit que mon compagnon de voyage ne venait plus et que j'arriverais seule. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un ton doux, presque désolé. Ils ont ajusté la réservation pour une occupation simple. Même chambre, même date, juste moi. Enfin, j'ai appelé mon amie Camille qui devait passer surveiller mes plantes pendant mon absence. Je lui ai dit que le plan n'avait pas changé. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas besoin. J'ai fini de boucler ma valise, j'ai tiré la fermeture éclair, j'ai réglé mon réveil et je me suis couchée. Le sommeil est venu étonnamment facilement. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt à l'aéroport de Roissy-CDG, j'ai enregistré mes bagages, passé la sécurité, pris un café et trouvé ma porte d'embarquement. Je faisais défiler machinalement mon téléphone quand je l'ai vu. Mon petit ami à ce moment-là marchant dans le terminal avec la valise bleu vif que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Il portait la chemise blanche à boutons qu'il avait commandée spécifiquement pour ce voyage. Celle qui, selon lui, le rendait sûr de lui. Il avait l'air détendu, heureux. Puis il m'a vu. Son sourire s'est élargi. Il a fait un signe de la main. Il a pratiquement couru vers moi, les bras déjà ouverts pour une accolade. « Surprise », a-t-il dit joyeusement. « Je parie que tu as cru que j'étais sérieux. » Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardé. Ses bras sont retombés lentement. « Quoi ?» a-t-il demandé, la confusion s'installant dans sa voix. « Bébé, pourquoi tu n'as pas l'air contente ? Tu m'as envoyé un message hier, ai-je dit calmement. Tu as dit que tu avais besoin d'un break. Tu m'as dit de ne pas te contacter. Il a ri, un son bref et nerveux. C'était un test. Je voulais voir si tu te battrais pour moi. Mais ensuite j'ai réalisé que j'étais stupide, alors j'ai décidé de te faire une surprise à la place. Il souriait encore, comme si c'était une histoire dont nous ririons plus tard. Tu n'es pas contente de me voir ? Pas particulièrement. Le sang s'est retiré de son visage. Quoi ? Tu as dit que tu voulais de l'espace, ai-je continué. Alors je t'en ai donné. J'ai annulé ton billet hier soir. J'ai modifié la réservation de l'hôtel. J'y vais seule. Son téléphone était déjà dans sa main,
ses doigts tapotant frénétiquement sur l'application Air France. J'ai regardé son expression s'effondrer en temps réel. C'est marqué annulé, a-t-il murmuré. Ça doit être une erreur. Ce n'en est pas une. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-il dit, la voix montant dans les aigus. J'ai posé mes congés. J'ai fait mes bagages. Je me suis levé, j'ai passé mon sac de voyage sur l'épaule et je l'ai contourné alors que l'embarquement était annoncé. Tu voulais un break, ai-je dit calmement. Profitant. Derrière moi, sa voix s'est brisée en quelque chose de fort et désespéré. Les gens commençaient à regarder. Je ne me suis pas retournée. Quand l'agent de porte a scanné ma carte d'embarquement, elle a levé les yeux vers moi. Matinée difficile ? Ça s'améliore, ai-je dit. Elle a souri doucement et m'a fait signe de passer. Alors que je marchais dans la passerelle, le bruit du terminal s'est estompé. L'avion vrombissait. L'air semblait immobile. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. J'ai trouvé mon siège côté hublot avec plus d'espace pour les jambes parce que, si je voyageais en solo, je comptais le faire correctement et je me suis attachée. Quand la porte de l'avion s'est fermée, j'ai expiré. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où tout changeait. Je n'ai rallumé mon téléphone qu'une fois que l'avion avait atteint son altitude de croisière et que le signal des ceintures s'était éteint avec un petit, digne, cristallin. Quand je l'ai enfin fait, il a vibré si violemment dans ma main que j'ai failli le lâcher. Appel manqué, messages vocaux s'empilant les uns sur les autres comme des accusations. Son nom encore et encore, entrecoupé de numéros que je ne reconnaissais pas encore, mais que j'allais bientôt comprendre comme appartenant à sa famille. J'ai fixé l'écran un moment, ressentant l'envie familière de répondre, d'expliquer, d'apaiser, de réparer. Et puis j'ai éteint le téléphone à nouveau. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était paisible. Alors que les nuages défilaient sous la fenêtre, mon esprit a fait ce qu'il faisait toujours. Quand les choses ralentissaient, il rejouait le passé. Pas le bêtisier des meilleurs moments, mais les schémas récurrents. Ces instants que j'avais mis de côté parce qu'il était plus facile de trouver une excuse que de confronter la réalité. Le premier test était arrivé tôt dans notre relation, à l'époque où je croyais encore que l'amour était quelque chose que l'on prouvait en réagissant, correctement. Il était sorti en trombe après une petite dispute pour rien ce qu'on allait manger pour le dîner, je crois et avait attendu dans sa voiture pendant presque 1 heure pour voir si j'allais le poursuivre. Quand je ne l'ai pas fait, il est revenu furieux, m'accusant de ne pas tenir assez à lui. Je m'étais excusée à l'époque. Je m'excusais toujours, à l'époque. Il y en avait eu d'autres. Les fois où il mentionnait une ex-petite amie avec désinvolture, guettant une réaction sur mon visage. Les jours où il devenait froid et distant, répondant aux SMS par des messages d'un seul mot, attendant de voir combien de temps il me faudrait avant de demander ce qui n'allait pas. J'ai appris les règles sans qu'on me les dise jamais. La panique signifiait l'amour. La jalousie signifiait la passion. L'inconfort signifiait l'engagement. Le calme, en revanche, était suspect. Le calme signifiait que je m'en fichais. Chaque test invisible que je ratais devenait la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Après environ 8 mois, il m'a dit qu'il envisageait de retourner vivre dans sa ville natale à Lyon. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il voulait voir ce que je dirais. Je me souviens avoir répondu avec réflexion, lui disant que c'était une grande décision et que je soutiendrais tout ce qui le rendrait heureux. Il a pleuré ce soir-là, non pas parce qu'il était triste de partir, mais parce que je ne l'avais pas supplié de rester. Nous avons passé des heures à tourner autour du même argument, lui insistant sur le fait qu'il voulait juste être rassuré, moi m'excusant de ne pas exprimer mon amour assez bruyamment. Au moment où l'avion a atterri, j'avais la poitrine serrée, mais pas à cause d'un chagrin d'amour, à cause d'une prise de conscience. Les vacances n'étaient pas le premier test. C'était juste le plus grand jusqu'à présent. L'hôtel était magnifique, de ce genre de perfection irréelle digne d'une carte postale. Sol en pierre blanche, couloir à ciel ouvert, personnel souriant comme s'ils avaient été formés pour absorber les drames émotionnels sans broncher. Quand j'ai fait mon enregistrement seul, la réceptionniste a hésité, puis a demandé gentiment si j'attendais quelqu'un d'autre. J'ai secoué la tête. Juste moi. Quelque chose s'est adouci dans son expression.
Quelques minutes plus tard, elle m'a dit qu'il m'avait surclassé en raison des disponibilités. Vue sur l'océan, grand balcon. Parfois, l'univers ne murmure pas, il compense. La première nuit, j'ai laissé mon téléphone éteint, j'ai marché pieds nus sur le sable, laissé les vagues engourdir mes chevilles, dîné seul sans m'excuser auprès de quiconque. Je me suis couché tôt, épuisé d'une fatigue qui semblait méritée. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la lumière du soleil coulait à travers les rideaux comme une invitation. Le deuxième jour, la réalité a repris ses droits. J'ai allumé mon téléphone en étant assise au bord de la piscine, mon cocktail laissant des traces de condensation sur la table à côté de moi. Les messages ont afflué immédiatement. Colère, excuses, accusations, déclarations d'amour. Le nom de sa mère, Catherine, est apparu plus d'une fois. Celui de sa sœur, Chloé, aussi. Je n'ai pas ouvert la plupart d'entre eux. Je n'en avais pas besoin. J'avais vécu ce cycle assez de fois pour savoir comment ça se passait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le message arrivé quelques heures plus tard d'un nom que je reconnaissais à peine, quelqu'un que j'avais rencontré une fois ou deux lors de ses pots de départ au bureau, un collègue nommé Antoine. Le ton était hésitant, presque coupable. Je ne sais pas si je devrais te dire ça, commençait-il, mais je pense que tu mérites de savoir. Marc disait aux gens au travail qu'il partait en voyage avec quelqu'un d'autre, une ex qu'il a retrouvée lors d'un séminaire le mois dernier. Il a dit que tu avais tout payé et qu'il allait s'arranger. Puis je suppose qu'elle a annulé à la dernière minute. Maintenant, il raconte à tout le monde que tu l'as abandonné lâchement. J'ai lu le message une fois, puis encore, et encore. Le bruit de la piscine s'est estompé. Les rires autour de moi sont devenus flous, quelque chose de lointain et de creux. Ce n'était pas un test. Il ne s'agissait pas de voir si je me battrais pour lui. Le SMS de rupture n'était pas de la manipulation émotionnelle gratuite. C'était de la logistique. Il libérait de la place pour une autre. Quand ce plan s'était effondré, il avait essayé de revenir à la version de l'histoire où j'étais encore l'option de secours. J'ai enregistré le message, pris une gorgée lente de mon verre, senti quelque chose de définitif se mettre en place. Pour la première fois en 2 ans et demi, il n'y avait plus de confusion, seulement de la clarté. Et la clarté, je l'apprenais, était bien plus puissante que la colère. Je n'ai pas répondu à Antoine tout de suite. Je suis juste restée assise là, près de la piscine, le soleil chaud sur mes épaules, le poids de 2 ans et demi pesant sur moi d'un seul coup. Le truc avec la vérité, c'est qu'elle n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle arrive discrètement, aligne chaque souvenir que vous essayez de ne pas lier entre eux, puis prend du recul pour vous laisser voir l'image complète par vous-même. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait accusée d'être émotionnellement froide. Toutes les disputes où j'avais fini par m'excuser de ne pas avoir réagi assez fort, de ne pas être assez jalouse, de ne pas être assez dramatique pour satisfaire l'indicateur invisible qu'il utilisait cette semaine-là. J'ai repensé à la fréquence à laquelle j'avais essayé de m'ajuster, mon ton, mes réactions, mes instincts, juste pour maintenir la paix. Et maintenant, c'était là, écrit noir sur blanc par quelqu'un qui n'avait aucune raison de me mentir. Les tests, la tension, la rupture. Rien de tout cela n'était une question de réassurance émotionnelle. C'était une question de commodité. J'ai finalement répondu aux collègues par un simple merci. Pas de question de suivi, pas de recherche de détails supplémentaires. Je n'en avais pas besoin. Les dégâts étaient déjà complets. Quand j'ai rallumé mon téléphone plus tard dans la soirée, les messages de Marc s'étaient multipliés. Ils oscillaient violemment entre la rage et le regret, souvent au cours de la même heure. Il m'accusait de l'avoir humilié, puis me suppliait d'appeler, puis me reprochait de l'avoir forcé à passer pour le méchant. Sa mère a laissé des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Sa sœur a envoyé de longs SMS sur la loyauté et sur la façon dont j'avais embarrassé leur famille publiquement. Apparemment, après que je sois partie à la porte d'embarquement, il avait fait une crise de nerfs complète, pleurant, criant sur le personnel d'escale, insistant sur le fait qu'il y avait eu une erreur informatique. La sécurité de l'aéroport avait fini par l'escorter hors du terminal. Pas arrêté, juste expulsé pour trouble à l'ordre public. Sa sœur avait dû faire 2 heures de route depuis la banlieue pour venir le chercher.
L'histoire qu'il racontait à tout le monde était que je l'avais abandonné sans avertissement au moment de monter dans l'avion. Je ne les ai pas corrigés. Les gens qui mentent avec assurance supposent que vous allez vous précipiter pour vous défendre. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté au bord de la piscine, j'ai commandé un autre verre et j'ai laissé la vérité reposer là où elle devait être, en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message qui m'a surprise. C'était de Julien, son meilleur ami, l'une des rares personnes de son entourage avec qui je m'étais toujours bien entendue. Le ton était prudent, mesuré. J'ai entendu sa version, disait-il, mais je connais aussi son fonctionnement. Quoi qu'il soit arrivé, j'espère que tu vas bien de ton côté. Ne te sens pas obligé de répondre. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était comme une bouée de sauvetage. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cela me rappelait que tout le monde ne croit pas la version la plus bruyante d'une histoire. Puis est venue la confirmation que je ne réalisais pas que j'attendais encore. Un autre message d'Antoine, le collègue. Mise à jour, commençait-il. Le type du séminaire lui a dit que ce n'était jamais sérieux entre eux. Marc a totalement mal interprété la situation. La DRH a dû lui parler aujourd'hui parce qu'il a été ingérable au bureau. Je me suis dit que tu devrais savoir. J'ai ri, alors, à voix haute. Un son court et incrédule qui a fait sursauter le couple assis à quelques chaises de moi. L'homme par lequel il prévoyait de me remplacer ne voulait même pas de lui. Il avait incendié une relation de 2 ans et demi pour un fantasme qui n'existait pas. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ce soir-là, j'ai bloqué son numéro, puis celui de sa mère, puis celui de sa sœur. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas annoncé mon départ sur les réseaux sociaux. J'ai juste fermé la porte discrètement et commandé un room service. Le coucher du soleil depuis mon balcon colorait l'océan d'orange et de rose. Et pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai pleuré non pas de perte, mais de soulagement. 2 ans et demi à courir, réparer, prouver, s'excuser. 2 ans et demi de travail émotionnel confondu avec de l'amour. Et maintenant, enfin, il n'y avait plus rien à mal interpréter. Le barman près de la piscine m'a demandé si je voyageais seul. Je lui ai donné la version courte. Il a secoué la tête, m'a glissé un cocktail offert par la maison et a dit « On dirait que vous avez évité une balle ». J'ai levé mon verre vers l'horizon. Je ne l'avais pas seulement évité. Je m'en étais éloigné. J'ai terminé les vacances comme je les avais commencées, seul, tranquille, et apprenant lentement ce que c'était que d'exister sans se préparer à la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre. J'ai nagé. J'ai lu 2 romans. Je me suis laissé profiter de longues périodes de calme sans chercher mon téléphone. Au moment où j'ai fait mes valises pour rentrer à Paris, la colère s'était refroidie en quelque chose de plus stable. De la détermination. Cette illusion de calme n'a pas survécu à mon retour. Le 5e jour de mon voyage, mon ami Camille m'avait envoyé un message, et « Ton ex est devant ta porte. Il est là depuis presque 1 heure, en train de pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mon estomac s'est noué, mais pas de la manière habituelle. Pas de la panique, mais de l'agacement pur. Je lui ai dit de ne pas entrer en contact avec lui directement et d'appeler le gardien de l'immeuble s'il ne partait pas. Il n'était pas sur le bail. Il n'avait jamais vécu officiellement chez moi. Il n'avait pas le droit de transformer mon couloir en scène de théâtre. Selon Camille, un voisin a fini par se plaindre du bruit. Il est parti après presque 2 heures à frapper, pleurer et faire les 100 pas comme une performance destinée à un public qui refusait de se montrer. Quand j'ai atterri et que je suis rentré chez moi, il y avait une lettre soigneusement scotchée sur ma porte. 4 pages, manuscrites. Les points forts me sautaient aux yeux immédiatement. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. L'autre ne comptait pas. Tu as gâché nos vacances pour un malentendu. Ma psychologue dit que tu as un attachement évitant. Je l'ai lu 1 fois, je l'ai plié soigneusement, et je l'ai mise dans un tiroir que je savais que je finirais par vider. Ce qui a suivi a été une semaine d'escalade déguisée en inquiétude. Sa mère a fini par laisser un message vocal m'accusant d'abus financiers pour avoir annulé le billet que j'avais moi-même payé.
Elle a menacé de prendre un avocat si je ne remboursais pas à son fils sa moitié de l'argent des vacances qu'il n'avait jamais versé. J'ai ri en l'entendant. J'ai vraiment ri. Il y a quelque chose de presque impressionnant dans ce niveau d'audace. Sa sœur a essayé une autre tactique. Elle a trouvé les coordonnées professionnelles de mon frère aîné et l'a appelé pour lui faire part de son inquiétude concernant ma santé mentale. Mon frère a écouté patiemment, puis lui a dit que j'avais l'air parfaitement détendu sur les photos de vacances que j'avais envoyées et a raccroché. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. L'email est arrivé un mercredi après-midi sur ma boîte personnelle. Objet, facture, solde impayé. C'était un PDF, formaté professionnellement, avec des lignes de facturation et tout. Préjudice moral, 500 €. Perte de salaire pour jour de congé gâché, 320 €. Uber pour rentrer de l'aéroport, 85 €. Dommage à la valise lors de l'expulsion du terminal, 200 €. Total dû, 1105 €. Délai de paiement inclus. Frais de retard listés. Je l'ai fixé pendant un long moment, attendant la chute qui n'est jamais venue. Les dommages à la valise étaient particulièrement savoureux. La valise était un cadeau que je lui avais acheté. Maintenant, il me facturait ses éraflures. J'ai transféré la facture à une amie avocate. Sa réponse est revenue en moins de 5 minutes, absolument aucune valeur juridique. C'est risible. J'ai pris une capture d'écran de son message et je l'ai renvoyé à Marc sans commentaire. Sa réponse a été une série d'émojis qui pleurent, suivie de « Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froide. On était censé se marier un jour. » Je n'ai pas répondu. L'escalade était enfin passée de l'émotionnel à l'absurde. Et l'absurdité a le don de tuer toute culpabilité persistante. Je n'étais pas cruelle. J'en avais fini. Je pensais que la facture serait le sommet de la folie. Vraiment. Dans mon esprit, rien ne pouvait surpasser l'audace d'envoyer une facture professionnelle pour s'être fait quitter après avoir menti. C'était comme quelque chose sorti d'une comédie noire, tellement exagéré que ça frisait la parodie. Mais le truc avec les gens habitués au contrôle, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas quand la tactique échoue. Ils surenchérissent. Quelques jours après que la facture soit restée sans réponse, j'ai reçu un dernier message d'Antoine, le collègue. Court, presque désolé. Juste pour info. Il raconte partout que tu l'as trompé et que c'est pour ça que tu es parti seul. Personne ne le croit. La direction lui a encore parlé. Bien sûr qu'il le faisait. Quand on ne peut pas réécrire la réalité, on en invente une nouvelle. Une où l'on est la victime et où tous les autres sont sans cœur. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas posté de capture d'écran. Je n'ai pas corrigé le récit. Tous ceux qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Les mensonges demandent de l'entretien. La vérité, elle, attend simplement. Puis est venu le suivi par email. Poli, presque formel. Je reviens vers vous concernant le solde impayé. Je ne veux vraiment pas engager de poursuite, mais je le ferai si nécessaire. Je l'ai supprimé. Cela aurait dû être mon signal que le silence fonctionnait. Au lieu de cela, c'est devenu sa raison de tenter quelque chose de plus audacieux. L'appel de la réception de mon agence est arrivé en milieu de matinée la semaine suivante. Il y a un homme ici qui demande à vous voir, a dit la réceptionniste avec précaution. Il dit qu'il est votre conjoint. Il a l'air très agité. Dois-je le faire monter? Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix est restée ferme. Non, je vais descendre. Si je vous fais un signe, appelez la sécurité du bâtiment. Quand j'ai atteint le hall, il était assis sur l'un des sièges d'attente, la tête dans les mains. Il paraissait plus petit, plus négligé. Son apparence habituellement soignée s'était dégradée, chemise froissée, barbe mal rasée, yeux rouges. Pendant une demi-seconde, l'instinct a repris le dessus. L'ancienne envie de réconforter, d'arranger les choses. Puis je me suis souvenu de la facture. On peut parler? A-t-il demandé. On peut parler ici, ai-je dit. 5 minutes. Il a jeté un coup d'œil aux caméras, à la réceptionniste, à quelques collègues qui faisaient semblant de ne pas regarder. Il détestait d'avoir un public.
Cela seul m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fait une erreur, a-t-il dit rapidement. Le truc avec l'ex, ce n'était rien. Je me suis laissé emporter. C'est toi que j'aime. Tu as demandé un break la veille de notre voyage pour pouvoir emmener quelqu'un d'autre à des vacances que j'ai payées, ai-je répondu calmement. J'ai parlé à Antoine. Je connais le plan. Son visage est devenu livide. Qui t'a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Il a commencé à pleurer alors, fort, sans retenue. Les têtes se sont tournées. Je suis resté immobile. Tu ne peux pas jeter 2 ans et demi comme ça, a-t-il dit entre deux sanglots. Je ne le fais pas, ai-je dit. Tu l'as déjà fait. Je ne fais qu'en prendre acte. Je ferai une thérapie de couple, tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit, c'est que tu partes et que tu arrêtes de me contacter. Tu es cruel. Je suis claire. Pendant un moment, il est resté planté là, à attendre que je craque. Je ne l'ai pas fait. Il est sorti en trombe, claquant la porte vitrée si fort que la réceptionniste a sursauté. Quand il est parti, ma collègue a levé les yeux. Ça va? J'ai hoché la tête. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Je pensais que cette scène serait la fin. Publique, ferme, indéniable. Et pendant un temps, ce fut le calme. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. C'était son père. Il avait toujours été le discret, le raisonnable. Sa voix était fatiguée. Je ne t'appelle pas pour te demander de le reprendre, a-t-il dit doucement. Je voulais juste que tu saches qu'il ne va pas bien. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je répondu. Mais je ne peux plus être celle qui répare tout ça. Il y a eu une pause. Je comprends, a-t-il dit. Il a toujours été comme ça. Les jeux, les tests. Sa mère me fait la même chose. J'ai essayé de lui en parler, mais sa voix s'est éteinte. Je voulais juste te dire que j'apprécie ta dignité à travers tout ça. Cet appel m'est resté en tête. Il confirmait que ce n'était pas un défaut temporaire, mais un système familial qui se nourrissait du chaos. Après cela, les menaces ont cessé. Pas d'avocat, pas de facture, juste le silence. Mon amie avocate n'était pas surprise. Les menaces sont toujours du bluff, m'a-t-elle dit. Elle avait raison. La vie ne s'est pas améliorée de façon spectaculaire du jour au lendemain. Ce qui est venu à la place était plus calme et bien plus réel. J'ai commencé une thérapie, juste pour moi. Assise dans un cabinet une fois par semaine, à démêler pourquoi j'étais restée aussi longtemps, pourquoi j'avais confondu le fait d'être calme avec le fait d'avoir tort. Ma thérapeute appelait cela un lien traumatique. Moi, j'appelais ça une habitude. Les habitudes peuvent être brisées. J'ai appris avec quelle facilité j'avais priorisé ces émotions sur mes propres limites. J'ai appris que l'amour ne nécessite pas de preuves constantes. Les photos de Marrakech sont toujours sur mon téléphone. Moi sur la plage, souriante sans vérifier mon téléphone. Elles sont des preuves que je peux être heureuse seule. Était-ce mesquin d'annuler son billet? Peut-être. Est-ce que je le regrette? Pas une seconde. Il a demandé de l'espace. Je lui en ai donné. Le fait qu'il ne le pensait pas n'est pas de ma responsabilité. Certaines personnes jouent à des jeux. D'autres suivent le bluff. Cette fois, c'est moi qui ai suivi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis choisie.